on va d'abord voir les règles juridiques qui mettent en place ce régime de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Éventuellement, le toilettage aussi, donc elles ont été gratifiées par la loi du 6 août 2019, c'est la loi de transformation de la fonction publique, qui est assujetti à cette obligation d'emploi et par quoi se traduit cette obligation, qui peut y être intégré, etc. Ensuite, après avoir défini cette catégorie de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, on verra tous les dispositifs qui permettent aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi de bénéficier d'une compensation de leur handicap et d'un accompagnement tout au long de leur carrière, donc du recrutement à la radiation des cadres, en passant par l'avancement et l'aménagement de leurs conditions de travail. Alors, voilà, le principe général de l'obligation d'emploi, c'est cet assujettissement de l'État et des employeurs publics qui comptent au moins 20 agents à temps plein qui sont assujettis à cette obligation d'emploi. Jusqu'à l'intervention de l'article 90 de la loi du 6 août 2019, la loi de transformation de la fonction publique, toutes les références en ce qui concerne cette obligation d'emploi étaient celles du Code du travail. Désormais, depuis cette loi, la fonction publique dispose de ses propres références et le titre du chapitre 5 du titre 1 de la loi 83-634, le titre du chapitre 5, c'est le même que celui du chapitre 2 du titre 1er du Code du travail relatif aux travailleurs handicapés, de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. Alors bien sûr, ces articles 33 à 40 de la loi du 13 juillet 83, telle qu'elle est issue de la loi du 6 août 2019, ne prévoit pas seulement l'assujettissement de l'emploi des employeurs publics, qui comptent au moins 20 agents à temps plein, mais prévoit également le calcul du taux d'emploi et ensuite prévoit également, rappelle en tout cas l'émission du FIPH-FP ainsi que les contributions qui lui sont versées. Voilà, après avoir précisé tout ce cadre juridique, même si les principales références au Code du travail ont été supprimées, on en garde quand même une, c'est celle qui comporte la définition des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est l'article L5212-2 du Code du travail qui garde quand même, auquel le statut, le titre premier, renvoie tout de même et qui prévoit le pourcentage de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, la proportion minimale de l'effectif total des salariés dont sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, le décret, il actualise les références, il précise le décret du 3 mai 2006 qui a été modifié par le décret du 9 avril 2020. Il précise un petit peu toutes ces conditions de l'obligation d'emploi et de la proportion minimale. Voilà, en plus de rappeler ces éléments-là propres à la fonction publique, il actualise aussi toutes ces références, il précise les délais qui s'imposent aux employeurs publics en ce qui concerne la date de dépôt de la déclaration, la date de comptabilisation de leurs effectifs. Il supprime la référence aussi aux sections du Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Voilà, une fois qu'on a vu l'assujettissement, le cadre juridique et ce toilettage dont a bénéficié le régime public des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et le socle de l'article L5212-2 du Code du travail, on va maintenant voir quels sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, il y en a plusieurs. On pense en général que les bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont les agents RQTH. Alors, les RQTH sont effectivement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais d'autres catégories d'agents ou d'assurés entrent dans cette catégorie juridique. On va avoir les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui justifient d'une incapacité permanente partielle de 10% et sont titulaires d'une rente.
Voilà, toutes les personnes qui remplissent ce critère-là sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi et peuvent ouvrir droit au régime juridique qu'on va voir après, notamment aux aides du FIPHFP, etc. On a aussi les titulaires d'une pension d'invalidité. Également figurent les victimes de guerre ou de missions de secours auxquels sont ouverts les emplois réservés au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Alors, ces emplois réservés qui leur sont ouverts, hein, c'est tous les invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité, les victimes civiles de guerre, de terrorisme, les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie professionnelle, victimes d'atteinte à l'intégrité physique, d'une mission d'assistance à personnes en danger. On a également dans ces bénéficiaires, dans cette catégorie bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les titulaires de la carte mobilité inclusion qui portent la mention invalidité. Alors, petite précision hein, sur cette carte mobilité inclusion, c'est l'article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoit cette carte mobilité inclusion. Elle est délivrée donc par le conseil départemental et selon la mention qui est portée, elle permet d'obtenir différentes priorités d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans certains espaces publics, dans les files et les salles d'attente, dans les salles accueillant du public ou les stationnements. Alors, la mention qui permet d'ouvrir droit à la catégorie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est celle qui porte la mention invalidité. D'autres mentions dans cette carte mobilité inclusion, notamment priorité stationnement pour personnes handicapées. Bien entendu, ces mentions-là peuvent se cumuler et dès lors qu'une personne est titulaire de la carte mobilité inclusion qui porte au moins la mention invalidité, elle peut être reconnue comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Alors, la dernière catégorie de personnes qui sont incluses dans cette catégorie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont les titulaires de l'allocation adulte handicapé, l'AAH. Cette aide concédée après avis de la maison départementale des personnes handicapées. Hein, c'est la CDAPH qui permet de concéder cette aide-là, qui est allouée sous réserve d'incapacité, sous réserve de l'âge, sous réserve de résidence et de ressources. Voilà, à titre d'information, pour une personne qui ne perçoit aucune ressource, l'AAH est équivalente à 902,70 €. Voilà ce qu'il en est pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce socle de catégorie qui permet d'ouvrir droit à tout le champ juridique de l'accompagnement de l'emploi au profit des personnes, des agents publics en situation de handicap. Donc, comme je vous le disais, après avoir défini cette catégorie-là, on va voir maintenant comment est-ce que ce régime juridique est traduit au sein de la carrière à compter du recrutement jusqu'à la réalisation des cadres. Commençons donc par ces modalités de recrutement. Alors, la première question qu'on se pose en matière de recrutement d'un agent public en situation de handicap, c'est comment peut-on recruter un agent en situation de handicap alors que l'accès à la fonction publique est soumis à condition d'aptitude. Plusieurs règles permettent d'envisager ces modalités de recrutement malgré la situation de handicap et le fait que sans mécanisme de compensation, les agents ne pourraient remplir les conditions d'aptitude pour exercer leur fonction. L'article 5 du statut de la loi 83-634 nous donne une première indication. Il pose la condition d'aptitude. Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, notamment s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Cette aptitude-là, elle tient néanmoins compte des possibilités de compensation du handicap. Ce qui veut dire, en clair, qu'un agent en situation de handicap sera apte s'il peut exercer ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation qui lui seront proposées. A contrario, il ne sera pas apte si, compte tenu de ces possibilités-là, il ne peut pas exercer ses fonctions. Voilà le premier article qui nous permet de poser cette possibilité d'accès à l'emploi public et d'évolution de l'agent en situation de handicap au sein
de la fonction publique. Le deuxième article, fondamental dans le titre 1 du statut, c'est l'article 6 de la loi 83-634 qui nous permet d'asseoir les dispositifs de compensation du handicap ou même des agents dont l'état de santé le justifie. C'est les deux critères de discrimination. Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison notamment de leur état de santé ou de leur handicap. C'est un principe de discrimination qui est applicable à tous les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, et qui signifie qu'aucun candidat ne peut être écarté en raison de son handicap. Alors, il ne peut être écarté d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, si son aptitude a été déclarée incompatible avec la fonction postulée. Voilà, c'est bien important, même s'il y a ce principe de compensation, le principe de compensation du handicap, il n'a pas pour objet non plus de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à un emploi et d'exercer des fonctions pour lesquelles elles ne sont en réalité ni compétentes, ni disponibles, ni capables physiquement. Voilà. En plus de ces deux articles-là, de l'article 5 et de l'article 6, que je vous rappellerai au gré de la présentation, on pourrait également aborder l'article 6 sexies de la même loi, de la loi du 13 juillet 83, dans sa version applicable depuis la loi de transformation, depuis la loi du 6 août 2019, qui parle plus directement de l'aménagement des conditions de travail des personnes en situation de handicap. Cet article 6 sexies prévoit qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs prennent, en fonction des situations concrètes, donc les situations concrètes, c'est pour intégrer la diversité des handicaps, donc en fonction de ces situations concrètes, les employeurs prennent les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder à un emploi. Voilà, c'est très important. L'article 5 et l'article 6 sont les fondements même législatifs de tous les mécanismes qui sont ensuite pris, sur lesquels s'assied un petit peu tous les dispositifs d'accompagnement, d'accès, d'évolution des agents en situation de handicap au sein de la fonction publique. L'article 6 sexies est aussi également important, on va le revoir après, et sur la base de ces différentes règles, plusieurs mécanismes, dont notamment celui de la dérogation aux règles normales de déroulement des concours. C'est important de voir cet élément, puisque c'est également à la suite de la loi du 6 août 2019 qu'on a réfléchi à ce mécanisme-là. Jusque-là, certaines administrations ne réservaient l'adaptation des épreuves de concours qu'au RQTH. Un agent fournissait une RQTH et il leur proposait une dérogation aux règles normales que s'il y avait cet élément-là. D'autres administrations élargissaient sur la base d'un certificat médical. Voilà, c'était un petit peu selon les diligences de l'administration. Et puis, tous les handicaps n'étant pas nécessairement identiques et ne nécessitent pas le même aménagement, ça donnait lieu à une disparité des situations. Et le décret du 4 mai 2020 relatif à la portabilité et aux dérogations aux règles normales des concours est venu harmoniser l'ensemble de ces règles et a permis de prendre en compte toutes les situations et d'y apporter des réponses adaptées avec une procédure définie. Ce même décret du 4 mai 2020, numéro 2020-530, on en reparlera encore après, parce qu'il n'organise pas seulement ces dérogations aux règles normales du déroulement des concours, mais aussi toute la portabilité des équipements des agents en situation de handicap, qui fait partie des aménagements dont bénéficient les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, la décision de dérogation, elle est d'abord, une dérogation aux règles normales des concours, elle est d'abord prise par l'autorité organisatrice des épreuves. C'est elle qui décide que l'agent peut bénéficier d'une dérogation aux règles normales de déroulement des concours. Et elle est prise sur la base d'un certificat médical établi par un médecin agréé qui permet de justifier à la fois du handicap, mais aussi du besoin en aménagement de l'agent pour qu'il puisse
pour qu'il puisse passer le concours dans des conditions normales, c'est-à-dire que son handicap soit compensé pour parvenir à cette situation d'égalité de fait avec les autres agents. Alors, cette décision de dérogation, elle est également prise, au-delà du fait que ce soit l'autorité organisatrice des épreuves et que ce soit sur la base d'un certificat médical, elle est prise sous réserve de la proportion des charges. Les charges qu'implique l'aménagement des règles, l'aménagement de l'accompagnement pour le déroulement des concours ne doit pas dépasser une certaine charge. Alors que je m'attarde un petit peu sur cette proportion des charges, puisque c'est un principe qui irrigue le droit des non-discriminations à l'égard des personnes handicapées, le principe des charges disproportionnées. C'est notamment la directive européenne du 27 novembre 2000 qui le précise. Mais on a aussi l'article 6 sexies, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, la directive, elle précise que, afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge disproportionnée, il convient de tenir compte des coûts financiers qu'elle implique. Donc, au premier lieu, la proportion des charges est étudiée au regard des coûts financiers. Ensuite, de la taille et des ressources financières de l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire l'impact sur l'organisation du travail, qui peut être intégré dans cette analyse de proportion. Et enfin, de la possibilité d'obtenir des fonds publics ou toute autre aide, notamment celles qui sont accordées par les organismes d'insertion professionnelle pour les personnes handicapées, tels que le FIPHFP. Voilà, cette proportion des règles, l'article sexies de la loi 83-134 en parle également. Il prévoit ces mesures, en particulier depuis sa version de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Il prévoit que l'aménagement des conditions de travail peut être réalisé sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par l'employeur. Voilà ce principe de proportion des charges qui revient régulièrement dans toutes les analyses liées au handicap, qui sont importants et qui ont été aussi posés en matière de dérogation aux règles normales de déroulement des concours. Qu'on revienne aussi un petit peu sur le certificat médical. Le certificat médical établi par le médecin agréé qui permet de venir déroger aux règles, aux règles normales de déroulement des concours. La forme de ce certificat a été prévue par le décret du 4 mai 2020. Il doit être établi moins de 6 mois avant le déroulement des épreuves, ce qui peut paraître normal, et il doit préciser la nature des aides humaines et techniques, ainsi que les aménagements qui sont nécessaires, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, pour que l'agent puisse composer dans des conditions qui sont compatibles avec sa situation de handicap. Alors, une petite précision sur le certificat médical. L'autorité organisatrice des épreuves elle doit préciser dans la décision d'ouverture du concours la date limite de transmission du certificat. Et le décret prévoit même que cette date d'ouverture, cette date limite de transmission du certificat, elle ne peut pas être inférieure à 3 semaines. Alors, le décret le précise également aussi, il n'en précise pas toutes les conditions, mais il précise également que si l'urgence le justifie, les aménagements peuvent être mis en place malgré le non-respect du délai prévu. À voir si l'autorité organisatrice d'épreuves estime que l'urgence qui lui est présentée revêt bien le caractère d'une urgence. Voilà sur les dérogations aux règles normales des concours. Alors, dès le lendemain de la parution de ce décret du 4 mai 2020 sur la portabilité et sur les dérogations, un autre décret est venu organiser un autre dispositif permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder à la fonction publique. C'est le système de la titularisation à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Donc, comme je vous le disais, c'est dès le lendemain. Donc, le décret précédent, c'était le 4 mai. Celui-ci, c'est celui du 5 mai 2020. Voilà, pour permettre la titularisation d'un agent en situation de handicap à l'issue
de son contrat d'apprentissage. C'est également un dispositif dérogatoire de recrutement direct sans concours qui a été créé. Et même si cette procédure a été créée en 2020 et repose sur la loi du 6 août 2019, d'autres systèmes, depuis longtemps maintenant, d'autres dispositifs dérogatoires de recrutement direct sans concours avaient été créés dans les 3 versants de la fonction publique, notamment initialement la loi du 10 juillet 87 qui est réservée aux catégories C et D, cette voie d'accès spécifique, qui avait ensuite été étendue aux catégories A et B en 95, un décret de 2017 aussi relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l'ENA, qui permettait un meilleur accès à l'encadrement supérieur, avait aussi permis ce recrutement sans concours. Mais a priori, tous ces dispositifs étaient insuffisants puisqu'en 2018, 3 personnes seulement avaient été recrutées sur ce fondement. On a donc aujourd'hui un nouveau système de titularisation à l'issue d'un contrat d'apprentissage qui permet aux agents publics d'intégrer la fonction publique sans passer un concours s'ils sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, pour voir un peu rapidement la procédure de cette titularisation, bien sûr, le décret fixe cette expérimentation pour une durée de 5 ans. C'est-à-dire qu'on reste dans un dispositif expérimental qui va être testé donc à compter du 6 août 2019, c'est-à-dire il prend fin au 6 août 2024. Et pendant cette durée-là, à l'issue d'un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi pourraient être titularisés s'ils en remplissent les conditions. On va voir tout de suite après quelles sont justement ces conditions pour accéder à la fonction publique en tant que titulaire. Alors, on se demande tout de suite qui décide que le contrat d'apprentissage donnera lieu à titularisation. C'est donc l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'établissement, qui décide dans le contrat d'apprentissage que celui-ci donnera lieu à terme à titularisation au sein de la fonction publique. Il prévoit aussi, l'autorité investie du pouvoir de nomination prévoit aussi le nombre annuel d'emplois pourvus par cette procédure. C'est une décision de l'autorité qui va le décider. Alors, l'agent qui souhaite accéder à ce contrat d'apprentissage, son aptitude est également étudiée. Ensuite, le contrat d'apprentissage peut aussi faire l'objet d'un renouvellement si la titularisation à terme pose question ou en tout cas en l'état ne peut pas être décidée. Alors, voyons en détail la procédure de cette titularisation à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Donc, comme je vous le disais, c'est au moment de son entrée en apprentissage que l'apprenti a connaissance de sa possibilité, à l'issue du contrat d'apprentissage, d'être titularisé. Alors, comment est-ce qu'il procède si jamais, pendant le contrat d'apprentissage, tout se passe bien, l'apprenti voilà, se dit j'ai envie d'être titularisé à terme. Comment procède-t-il? Alors, il a d'abord une information qui lui est donnée, parce qu'il dépose sa candidature, mais d'abord, il bénéficie d'une information individuelle par son autorité de recrutement ou par le maître d'apprentissage également, de cette possibilité de demander à être titularisé à l'issue du contrat d'apprentissage. On lui donne les délais dans lesquels il doit le faire, ainsi que les éléments qui doivent être contenus dans son dossier de candidature. C'est une procédure assez similaire à celle qui a été mise en place dans le cadre du détachement qu'on verra après, avec une commission de titularisation. Dans le cadre du détachement, c'est une commission d'avancement. Pour le dépôt de dossier de candidature, la procédure qui a été mise en place est assez claire. L'agent débute son apprentissage. C'est à ce moment-là qu'il bénéficie d'une information sur la possibilité d'être titularisé. Ensuite, 3 mois avant le terme du contrat, il demande sa titularisation à terme. Et à cet instant-là,
il dispose d'un délai d'1 mois. L'administration dispose d'un délai d'1 mois pour proposer à l'agent d'être titularisé dans le corps d'accueil. L'administration dispose d'un délai d'1 mois de cette proposition pour communiquer une ou plusieurs offres pour un emploi qui correspond aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage, bien entendu, et qui sont susceptibles d'être occupées à titre de première affectation. Le candidat, il est alors informé qu'il doit transmettre son dossier sous 15 jours à l'administration. Et si aucune offre n'est faite, l'administration en informe l'apprenti qui, à ce moment-là, soit pour avoir son contrat d'apprentissage renouvelé, soit prendra fin. Voici le dépôt du dossier. Alors, le dossier de candidature de l'agent, il a été précisé par le décret. Il doit contenir des éléments assez classiques, un CV d'une page au plus, bien entendu, avec le parcours de formation, les compétences acquises tout au long de la vie professionnelle, les titres et les diplômes qui sont détenus par l'agent, voilà, les documents qui présentent sa motivation pour exercer l'emploi ou les emplois proposés. Bien entendu aussi une copie du document qui permet de justifier l'appartenance à l'une des catégories des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qu'on a vu tout à l'heure en introduction, et ensuite, le cas échéant, les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues par l'agent. Alors, voilà pour le dossier de l'agent qui souhaite, à l'issue de son contrat d'apprentissage, bénéficier d'une titularisation dans le cadre de cette expérimentation. Alors maintenant, on va voir, à compter de ce dépôt de candidature, comment l'administration procède pour accepter cette titularisation à l'issue du contrat d'apprentissage. Il y a une procédure de sélection qui a été mise en place par le décret. Cette procédure de sélection, elle se déroule en plusieurs étapes. Alors, il y a la commission de titularisation qui apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé. Et cette commission de titularisation, elle va fonctionner en plusieurs étapes. La première étape, étudier la possibilité pour l'apprenti d'être titularisé à l'issue de son contrat sur dossier. C'est la première étape. La seconde étape, si le dossier a été sélectionné, c'est un entretien qui n'excède pas 45 minutes. Le décret fixe une durée pour l'entretien au terme duquel la commission de titularisation pourra décider si l'agent peut faire l'objet d'une titularisation dans le corps dans lequel il a été apprenti. Alors, bien sûr, c'est un avis de la commission de titularisation. La décision, elle appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui dispose, bien sûr, de ce pouvoir de nomination. Une fois que la commission de titularisation s'est prononcée et que l'administration prend une décision de titularisation, elle peut le faire au terme du contrat d'apprentissage. Si le diplôme a été préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage, si ce diplôme-là il a été obtenu, il n'y a pas de difficulté. L'agent est titularisé au terme du contrat d'apprentissage au premier échelon du premier grade du corps d'accueil. Alors, peu importe toutes les conditions d'âge d'accès au corps telles qu'elles sont prévues par les décrets propres, mais l'agent, il est bien titularisé, peu importe son âge, au premier échelon du premier grade du corps d'accueil. Si le diplôme qu'il a préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage, il le détient. Si ce n'est pas le cas, il pourra être titularisé à la date d'obtention du diplôme s'il n'intervient pas plus de 6 mois après le terme du contrat. Ça, c'est important. L'agent, sinon, il ne pourra pas être titularisé. Après, par contre, il peut bénéficier d'une formation d'adaptation à l'emploi dans l'année qui suit pour pouvoir être accompagné. Alors, cet accompagnement, il se fait avec le référent handicap, qu'on va voir après, et notamment si le statut particulier du corps d'accueil prévoit une période de formation en école de service public, l'agent bénéficie aussi de cette formation professionnelle,
puisque ça participe à un accompagnement adapté en vue de favoriser l'insertion professionnelle. Et si un engagement de servir a été fixé dans le corps d'accueil, par les règles du corps d'accueil pendant une durée minimale, la durée s'applique à due proportion de la période de formation réalisée au sein de l'école. Par exemple, si pour 50 services, un agent doit 50 services pour un an d'école, si cet agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui peut être titularisé au terme du contrat d'apprentissage doit réaliser 6 mois d'école, l'application de la proportion de la période de service minimale réduit de moitié celle des 5 ans. Il ne fera donc que 2 ans et demi de service. Voilà pour cette titularisation au terme du contrat d'apprentissage. Tout ça, c'était la procédure de titularisation, la procédure d'expérimentation. Bien entendu, comme dans toute expérimentation, le gouvernement réalisera un bilan sur la base des éléments qui lui seront remontés et chaque établissement procédera donc à un bilan annuel des recrutements devant le comité social d'établissement et jusqu'au renouvellement des prochaines instances, ce sera le comité technique qui devant lequel sera soumis ce bilan annuel des recrutements réalisés par la voie du contrat d'apprentissage et une évaluation finale. Alors, le bilan il sera intégré au rapport social unique, bien entendu, le nouveau rapport social unique, et l'évaluation finale, elle sera présentée au comité consultatif national et au Conseil commun de la fonction publique. L'entrée en vigueur également, c'est les personnes dont le contrat d'apprentissage prend fin à compter du 1er juin 2020. Donc, je ne sais pas si dans vos établissements, vous avez déjà initié cette procédure, mais les établissements peuvent le faire depuis le 1er juin 2020 si un agent voit son contrat d'apprentissage prendre fin depuis cette date-là. Voilà toutes les mesures et dispositifs qui permettent de compenser le handicap dans l'accès à la fonction publique. Toutes celles-ci, que je vous les rappelle, c'est tout ce qui est aménagement des conditions de déroulement normal des concours et la possibilité d'être titularisé. On peut en voir une dernière, c'est celle de la titularisation après un recrutement sur contrat, c'est-à-dire que celle-ci existait déjà. Elle a été modifiée un petit peu à la marge par le décret du 4 mai qu'on a déjà rappelé précédemment. Cette titularisation après recrutement sur contrat, c'est un agent qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, qui est recruté en qualité d'agent contractuel et qui peut, à terme, être titularisé dans un emploi de catégorie A, B ou C sur une période qui correspond à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps. Par contre, son contrat peut être renouvelé pour une durée qui n'excède pas la durée initiale du contrat, bien entendu. Alors, ce bénéficiaire de l'obligation d'emploi est recruté par la voie d'un contrat au terme duquel il pourra être titularisé, exactement comme les apprentis qui peuvent être titularisés à l'issue de leur contrat. Ils en sont informés aussi dès le début. Voilà, à l'issue de ce contrat-là, il est titularisé si, bien entendu, il remplit les conditions d'aptitude. Alors, voilà, comme dans tous les autres cas, il bénéficie d'une formation et d'un suivi personnalisé pour permettre au mieux d'accomplir ses tâches et pour lui permettre au mieux, au terme de son contrat, d'être titularisé. Un rapport d'appréciation est également fourni par l'autorité pour établir s'il remplit les conditions. Et au-delà de ces conditions propres au déroulement du contrat, il doit également détenir les titres ou les diplômes du niveau d'études exigé pour les candidats au concours externe, ou bien il doit justifier une expérience professionnelle avec tout le système de la valorisation des acquis de l'expérience. Alors ça, c'est pour les catégories A ou B. Les catégories C, en plus de devoir remplir ces titres ou diplômes ou cette expérience professionnelle, peuvent par contre être titularisés à l'issue du contrat si leur dossier est accepté par une commission.
Leur rémunération, bien entendu, est celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires du corps. Alors voilà pour tous les dispositifs d'intégration dans la fonction publique des personnes en situation de handicap, toutes ces mesures qui leur permettent de voir leur état de santé compensé pour parvenir à une situation d'égalité de fait, ou en tout cas correspond à cette application du principe d'égalité de traitement pour l'accès à la fonction publique. On avait donc toutes les règles dérogatoires au déroulement des concours. On a cette titularisation à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou cette titularisation à l'issue d'un contrat de non-titulaire. Ce sont tous ces dispositifs qui permettent de compenser l'état de la situation de handicap d'un agent de la fonction publique et qui lui permettent d'accéder à l'administration de manière pérenne. Alors, de manière pérenne, puisque tous ces dispositifs de compensation s'appliquent aussi dans le cadre du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Alors, permettez-moi de faire un rappel rapide sur les lois, sur les articles de loi sur lesquels reposent tous ces dispositifs qui concernent l'accès, mais qui concernent aussi le maintien dans la fonction publique des travailleurs handicapés. C'est bien entendu, comme je vous l'ai précisé, l'article 5 du titre 1 et l'article 6 de la même loi, 83-634. Et je vais vous parler de ce troisième article, l'article 6 sexies, je vous en parlais tout à l'heure, qui prévoit, donc dans sa version applicable depuis la loi de transformation, le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, et qui précise que pour garantir le respect de ce principe, les employeurs prennent, en fonction des situations concrètes, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder à un nouvel emploi. C'était donc l'accès à la fonction publique, mais aussi l'article 6 sexies précise que l'employeur public prend aussi des mesures qui permettent à l'agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi de conserver un emploi qui correspond à sa qualification. Ce dispositif légal a permis la création, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une fonction accessoire, mais assez déterminante également dans le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est le référent handicap. On va voir maintenant ce qu'est ce référent handicap, quelle est sa fonction, quel est son rôle et à quel moment il intervient. Alors, c'est le texte même de l'article 6 sexies, que je vous ai cité déjà à plusieurs reprises, qui prévoit le rôle de ce référent handicap, ou en tout cas l'accompagnement qu'il offre aux agents publics. L'article 6 sexies précise que tout agent a le droit de consulter un référent handicap qui est donc chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par l'employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Alors, que je revienne sur chacun de ces termes de l'article sexies, l'accompagnement à chaque étape de la carrière, c'est vraiment cet accompagnement à chaque fois qu'une décision doit être prise en ce qui concerne les conditions d'aménagement, en ce qui concerne l'aménagement des conditions de travail de l'agent en situation de handicap. Ensuite, il a un rôle de coordination, c'est-à-dire qu'il ne se borne pas à ce rôle de conseil et d'éclairage, il coordonne véritablement les actions de l'employeur. Et ensuite, le texte précise les moments clés de la carrière, puisque c'est en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap que le référent handicap va jouer un rôle. Alors, l'article 6 sexies précise également la disponibilité du référent handicap. Voilà, l'employeur doit veiller à ce qu'il dispose sur son temps de travail des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Alors, il peut aussi bénéficier de formation pour envisager son rôle de coordinateur et d'accompagnateur des personnes en situation de handicap de l'établissement. Alors, ça peut être un agent de la DRH. En général, moi, j'ai vu plutôt des agents de la DRH être référents handicap, mais a priori, ça peut être tout agent. En tout cas, s'il est agent d'une direction des ressources humaines, il a connaissance de certaines situations et des dossiers, puis il peut accompagner l'agent tout au long de la carrière, que ce soit en matière d'adaptation du poste,
que ce soit en matière de conseil ou d'éclairage sur des points très précis. Ce référent handicap, il a tout un rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Au-delà de ça, c'est même pas seulement, c'est pas un simple collègue, hein, et c'est pas la direction non plus, c'est pas un représentant du personnel, donc il a vraiment un rôle spécifique. C'est un nouveau type de fonction de conseil au sein d'un établissement, comme peut-être le connaissez-vous, peut-être en avez-vous un, comme le référent déontologue peut l'être sur d'autres sujets. Voilà, le référent handicap a ce rôle particulier, à ce positionnement particulier qui permet l'accompagnement de ses collègues en situation de handicap dans l'emploi. Alors, bien entendu, et c'est important, la fonction de référent handicap, elle peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics. Voilà, plusieurs établissements qui peuvent partager un même référent handicap pour accompagner l'ensemble de leurs agents en situation de handicap dans les mesures de compensation et d'accompagnement. Alors, après la mise en place de ce référent, dans le cadre du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, qui peut étudier les besoins au cas par cas selon les situations, on a aussi la possibilité, plus dans l'absolu, hein, pour une administration, d'aménager les conditions de travail de l'agent en situation de handicap. Alors, il y a plusieurs éléments aussi hein, d'aménagement de ces conditions de travail de l'agent en situation de handicap. D'abord, bien entendu, les aménagements d'horaire au bénéfice de l'agent en raison de son handicap. Hein, c'est pour faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. C'est toujours cette notion de charge proportionnée, hein, la charge, les nécessités du fonctionnement du service, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le maintien dans l'emploi de la personne en situation de handicap constitue une charge disproportionnée, que ce soit en matière de coûts financiers, mais aussi en matière d'organisation de travail. C'est cette nécessité du fonctionnement du service, bien sûr. Et ce principe d'aménagement d'horaire au bénéfice des agents en situation de handicap, il est également applicable aux personnes qui sont en situation de handicap, mais qui sont les proches de l'agent. Alors, bien entendu, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, mais un agent qui n'est pas lui-même en situation de handicap peut bénéficier d'un aménagement d'horaire pour lui permettre d'accompagner une personne en situation de handicap. Alors, il y a des critères, hein, il faut que ce soit son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS, un enfant à charge, ascendant, personne accueillie à son domicile et qui nécessite la présence d'une tierce personne. Bien entendu, il faut qu'il y ait quand même ce lien de proximité. Mais c'est important aussi de savoir que cet aménagement d'horaire, ce n'est pas que l'agent public en situation de handicap, mais aussi l'un de ses proches. Ce dispositif, il permet aussi d'anticiper, comme l'article 6 de la loi 83-634 le prévoit, il permet d'anticiper une forme de discrimination par ricochet dont serait victime un agent public en raison du handicap de ses proches. Ça permet d'anticiper cette forme de discrimination. Alors, au-delà des horaires, hein, on a également une création récente, et comme je vous le précisais tout à l'heure, le décret du 4 mai 2020 qui met en place la dérogation aux règles du concours. Il ne met pas en place que la dérogation aux règles normales de déroulement des concours, mais également une autre mesure qui est plus un aménagement des conditions de travail de l'agent tout au long de sa carrière, c'est celle de la portabilité des équipements de l'agent pendant sa carrière. Alors, c'est toujours l'article 6 sexies, comme je l'ai dit maintenant maintes et maintes fois. C'est toujours l'article 6 sexies qui précise cet élément-là. Oui Oui Allô Non, c'est bon. Très bien. Alors, c'est toujours l'article 6 sexies qui aborde ce principe de portabilité des équipements hein, pour tout changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité. Les administrations doivent prendre les mesures appropriées qui permettent aux agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi de conserver leurs équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail. C'est donc l'application, la portabilité des équipements de ces
mesures appropriées qui sont rappelées par l'article 6 sexies de la loi 83-134. C'est ces mesures-là qui permettent de conserver dans une nouvelle administration, comme en cas de changement de poste au sein de la même administration, les équipements qui contribuent à l'adaptation du nouveau poste de travail. Alors, c'est toujours le même principe, hein, la portabilité et notamment la prise en charge des frais s'applique dans le cas où les charges ne sont pas disproportionnées. Ça, c'est important parce que ce principe, comme je vous le disais tout à l'heure, il irrigue tout le système d'aménagement des conditions de travail des agents en situation de handicap. Alors, voyons rapidement les modalités de mise en œuvre de cette portabilité des équipements au sein de la fonction publique. C'est une convention qui est conclue entre l'administration de destination et l'administration d'origine, qui permet de prévoir les cas de cession du matériel, de transport aussi, donc en matière logistique, d'installation de l'équipement ou de tout ce qui est de la prise en charge des frais pour anticiper ou pour donc installer ces nouveaux équipements. Alors, ça permet en premier lieu d'éviter et de prévenir une éventuelle discrimination. Ça permet de prévenir cette éventuelle discrimination au titre du handicap dans le cadre de la mobilité et du recrutement, c'est-à-dire qu'un agent qui peut réaliser l'intégralité de ses tâches parce qu'il bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, s'il change d'administration, l'autre administration pourrait avoir des réticences à le recruter en raison de son handicap, ce qui est une discrimination, sauf que le réglementateur a choisi d'anticiper ce motif-là, une mesure d'incitation presque, de discrimination positive, pour que le nouvel employeur accepte que l'agent vienne avec l'intégralité de son équipement, ce qui lui éviterait de supporter un coût trop important et ce qui lui permettrait aussi de recruter une personne en situation de handicap, une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi, mais qui aurait déjà son poste aménagé et dans lequel elle serait tout à fait confortable pour exécuter l'intégralité de ses tâches. Alors, le problème qui pourrait apparaître, bien entendu, c'est si l'agent disposait d'un équipement qui lui permet d'exécuter ses tâches de manière optimale et que le nouvel employeur considère que leur portabilité est trop onéreuse, l'employeur il serait susceptible d'apporter un aménagement moins coûteux, mais peut-être de réduire aussi le côté pratique des aménagements dont bénéficie le bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Voilà. Alors, voilà la portabilité des équipements qui fait partie de ces aménagements des conditions de travail, avec les horaires, avec la personne dans la qualité du référent handicap qui accompagne tout au long de la carrière. On a un dernier dispositif tout au long de la carrière au bénéfice des agents en situation de handicap, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est la priorité de mutation. Bien entendu, toujours ce principe des charges proportionnées d'organisation, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités de mutation qui sont accordées aux agents dont l'emploi a été supprimé, parce que ça aussi c'est une priorité de mutation, priorité donnée aux agents séparés de leurs conjoints, mais également aux fonctionnaires en situation de handicap. Dans la fonction publique hospitalière, c'est l'article 38 qui met en œuvre cette priorité. Mais voilà, je sais que dans l'éducation nationale, les agents, pour bénéficier d'un changement d'affectation, d'une mutation, peuvent bénéficier d'une bonification par point. Et le fait d'avoir son emploi supprimé, d'être séparé de son conjoint ou d'être en situation de handicap permet une majoration de ces points-là pour bénéficier en priorité d'une mutation. Donc, que je vous rappelle rapidement de toutes ces mesures d'aménagement des conditions de travail au bénéfice des agents en situation de handicap, des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc on a le référent handicap, la création du référent handicap qui permet d'accompagner l'agent.
On a ensuite tous les aménagements d'horaire au bénéfice de l'agent en situation de handicap, mais aussi au bénéfice de l'agent dont un proche est en situation de handicap. Donc, on a eu tout l'aménagement des conditions de travail telles que la portabilité des équipements, qui est aussi une création récente par décret du 4 mai 2020, et enfin la priorité de mutation. Alors, dans le cadre de la carrière, qui permettent le maintien de l'agent en situation de handicap dans ses fonctions, on peut aborder les règles qui permettent l'avancement des fonctionnaires en situation de handicap. Alors, je vais reprendre nos deux règles législatives de base, l'article 5 et l'article 6 du statut. Donc, l'article 5 avec la condition d'aptitude compte tenu des possibilités de compensation, et l'article 6, les principes de non-discrimination à l'égard des agents au regard de leur état de santé ou de leur handicap. Et encore une fois aussi, comme je vous l'ai précisé à chaque fois, l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 83, qui prévoit, je vous le rappelle, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, et qui précise toutes ces mesures appropriées pour permettre aux travailleurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder, mais aussi de conserver un emploi. L'article 6 sexies permet surtout de conserver l'emploi d'un agent en situation de handicap dans le cadre du développement de son parcours professionnel et de l'accès à des fonctions de niveau supérieur. Et aussi, l'article 6 précise le bénéfice d'une formation adaptée aux besoins de l'agent en situation de handicap tout au long de sa vie professionnelle. Donc, cet autre aspect de l'article 6 sexies, il prend une traduction dans le cadre d'un nouveau dispositif qui est celui d'une nouvelle expérimentation, du détachement et de l'intégration dans un corps supérieur d'un agent en situation de handicap. Alors, pour cette expérimentation du détachement et de l'intégration dans un corps supérieur, c'est encore une fois un décret de mai 2020. On avait celui du 4 mai 2020 sur les règles dérogatoires, sur la portabilité des équipements. On avait celui du 5 mai 2020, comme on l'a vu, sur la titularisation des apprentis au terme de leur contrat d'apprentissage. On a celui du 13 mai 2020, moins d'une dizaine de jours après les deux premiers, qui concerne le détachement dans un corps de niveau supérieur. C'est également un dispositif d'expérimentation, comme l'autre, qui est sur une durée limitée, donc applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, donc sur une période également de 5 ans, et qui peut-être fera l'objet, en fonction de sa réussite, d'une pérennisation. Alors, je vous rappelle rapidement le principe du détachement et de l'intégration directe. Le principe, c'est que ce détachement et cette intégration directe, elle s'effectue entre corps et cadres d'emploi qui appartiennent à la même catégorie et qui sont de niveau comparable, appréciés au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Dans le cadre de cette expérimentation, du détachement et de l'intégration dans un corps supérieur des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi, une dérogation a été prévue, une exception à cette règle, à ce principe du détachement, c'est les bénéficiaires de l'obligation d'emploi peuvent bénéficier de ce détachement ou de cette intégration directe. Alors, c'est une application, encore une fois, du principe de discrimination positive. C'est pour aboutir à une véritable égalité de fait, il est parfois utile et même nécessaire de recourir à la création d'inégalités de droit en posant des exceptions dans la réglementation pour compenser l'inégalité observée dont souffrent les agents en situation de handicap. Une nouvelle manifestation de cette compensation, c'est celle du détachement et de l'intégration dans un corps supérieur. Alors qu'on voit rapidement la procédure de détachement et de l'intégration dans le corps supérieur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Alors, l'accès au corps supérieur est fait par une durée de service préalable est requise à l'agent. Donc, c'est celle qui est fixée par le statut particulier du corps de détachement pour l'accès au corps par la voie du concours interne. Alors, dans le cas où le statut particulier du corps ne fixerait pas une telle durée, le candidat il doit justifier à défaut de 10 ans de service public dans un corps, un cadre d'emploi ou tout autre emploi. Bien entendu, pour l'accès à ce corps supérieur par la voie du détachement, un appel à candidature doit être fait par l'administration qui précise le nombre, la description, les emplois à pourvoir, la date prévue du détachement, la composition du dossier de candidature et la date limite de dépôt des candidatures. Cet appel à candidature est donc publié sur le site internet du ministère et aussi sur celui de l'autorité de recrutement. Alors, le dossier de candidature, je vous ai tout à l'heure précisé un peu le dossier de candidature des agents qui souhaitent être titularisés à l'issue du contrat de détachement. Voilà, là, on est aussi dans le même type de document du dossier de candidature. Tous les documents qui permettent de justifier que l'agent est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. C'est la base. Après, tout ce qui concerne l'identité, l'affectation du candidat ainsi que son parcours de formation. On a aussi tout ce qui concerne la reconnaissance de son expérience professionnelle et bien entendu, comme pour tout le monde, ses motivations. Alors, il peut aussi, comme pour les autres candidats, prétendre à une valorisation des acquis de l'expérience professionnelle, ses principales compétences qu'il a acquises lors de ses formations ou pendant toute sa vie professionnelle et extra-professionnelle. Voilà. Et puis, il peut présenter toutes les étapes de son expérience professionnelle. Il doit également motiver son souhait d'intégrer un nouveau corps ou un cadre d'emploi et d'y poursuivre son parcours professionnel. Alors, comme pour la procédure de titularisation des apprentis, on a toujours aussi, au sein de cette procédure de sélection, une commission. Cette fois-ci, ce n'est plus une commission de titularisation, c'est une commission de détachement qui apprécie l'aptitude du candidat à être détaché, toujours sur le principe de 2 étapes. La première étape, c'est sur dossier, et la deuxième étape, si le dossier est sélectionné, c'est un entretien qui, pareil, le décret le précise, qui ne peut pas excéder 45 minutes. Voilà pour la procédure de sélection de l'agent qui souhaite être détaché puis intégré dans un corps supérieur en raison de sa qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. En ce qui concerne l'exercice même du détachement, on peut voir d'abord la durée du détachement, c'est la même durée que celle du stage ou de la formation initiale prévue par le statut particulier. Si jamais cette durée-là n'est pas prévue par le statut particulier, à défaut, elle sera d'1 an. La durée du détachement, bien entendu, du fonctionnaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit, elle est augmentée à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixé pour les agents travaillant à temps plein. Je vous donne un exemple rapide, c'est que si un agent bénéficie d'un temps partiel de droit de 50% et que la durée du stage fixée par le statut particulier du corps est d'1 an, la durée de son détachement sera augmentée à due proportion, c'est-à-dire que la durée du détachement sera d'1 an et 6 mois. Voilà pour la durée du détachement, identique à celle du stage, ou augmentée si la quantité de travail à temps partiel l'exige. Ensuite, bien entendu, l'agent doit bénéficier d'une formation préalable pour l'exercice de ce détachement. Donc, c'est la formation initiale prévue par les statuts du corps de destination.
Et encore une fois, le référent handicap peut préconiser une modulation de cette formation pour tenir compte des spécificités du handicap de l'agent. Et dans le cas où le statut particulier ne prévoit pas de formation, le fonctionnaire bénéficie tout de même d'un accompagnement et d'une formation d'adaptation à l'emploi, également définie éventuellement avec le référent handicap, qui lui permet de réaliser qui permet d'accomplir ses tâches dans les meilleures dispositions et la meilleure compensation au regard de son handicap. Alors, l'agent qui se soustrait à cette formation ou qui ne justifie pas d'un empêchement valable de cette formation préalable et qui ne donne pas suite à une éventuelle mise en demeure d'assister à la formation par le directeur de l'organisme de formation, il est réputé renoncer à son détachement et son détachement prend fin d'office. Voilà. Comme pour l'agent qui bénéficie d'une titularisation au terme du contrat d'apprentissage, bien entendu, le détachement prend fin après appréciation de l'autorité hiérarchique. Alors d'abord, on a une appréciation puisque concerne les bénéficiaires de l'obligation d'emploi à exercer les fonctions par un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique ou le directeur de l'établissement de formation selon les cas. Si le statut particulier du corps de détachement prévoit une appréciation particulière de l'aptitude professionnelle de l'agent, il est fait application de cette procédure du statut particulier. Si le statut prévoit également qu'un jury ou une instance de sélection se réunit au terme de la scolarité ou du stage, il est adjoint une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi pour que ce jury ou cette instance de sélection puisse prendre la décision au regard de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de l'agent. Et dans le cas contraire, c'est la commission qui apprécie l'aptitude des candidats au détachement, donc la même que celle qu'on a précisée au début, qui permet de sélectionner les candidatures. Donc c'est cette commission-là qui se prononce dans les mêmes conditions sur l'aptitude de l'agent à exercer les missions du corps. Donc à l'issue du détachement, une fois que cette aptitude et que le rapport d'appréciation a été rendu, l'agent a plusieurs options. Il peut être à la fois intégré dans le corps de détachement, si il est apte, bien entendu, et il peut être intégré dans ce corps directement par l'autorité administrative, qui procède ensuite, en lien avec le référent handicap toujours, à son affectation sur un emploi. Le détachement peut aussi être renouvelé si le fonctionnaire n'a pas encore fait la preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement. Alors c'est pour la durée prévue par le statut particulier ou à défaut également pour une période d'1 an, il peut bénéficier de ce renouvellement de détachement. Et à cette occasion-là, un entretien est fait avec l'autorité d'emploi et avec le référent handicap toujours, pour procéder à une évaluation de ses compétences, identifier les éventuelles mesures d'accompagnement qui seraient de nature à favoriser vraiment son intégration, puisque si au terme d'une année, par exemple, de détachement, il n'a pas pu faire la preuve de son intégration, c'est que a priori, soit il n'est pas apte, soit il y a des difficultés d'aménagement. On peut donc prononcer le renouvellement avec des aménagements différents pour voir si cette nouvelle année de détachement permettrait à l'agent, à terme, d'être intégré dans le corps de détachement. Il peut aussi faire l'objet d'une réintégration dans le corps d'origine à ce moment-là. C'est que l'agent n'a pas pu être en mesure de faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer ses missions dans le corps de détachement et donc il est réintégré de plein droit dans son corps d'origine. De la même façon que pour le renouvellement du détachement, il bénéficie aussi d'un entretien en lien avec le référent handicap sur les modalités de sa réintégration dans son corps d'origine.
Voilà pour la procédure de détachement et d'intégration dans un corps supérieur des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi. C'est aussi une expérimentation pour une durée de 5 ans, comme je vous l'ai dit. Donc, comme toute expérimentation, elle fera l'objet d'un bilan qui sera présenté devant le comité social d'établissement et qui sera donc jusqu'au renouvellement général des instances présenté au comité technique. Ce bilan-là sera intégré au rapport social unique et avant, ça c'est le décret qui le prévoit, avant le 1er mars de l'année suivante, sera présenté au ministre de la fonction publique pour permettre une évaluation finale au plus tard 1 an avant le terme au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique. On a vu de ces conditions d'avancement dont peuvent bénéficier les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. D'autres dispositifs d'aménagement du temps de travail notamment sont mis en place tout au long de la carrière et on peut aborder maintenant un dispositif qui existait déjà, c'est celui du temps partiel de droit. Alors je ne vous reprécise plus les articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 83 que j'ai cité abondamment et que tout le monde connaît maintenant par cœur, mais il y a ce 3e article qui est important et que je ne vous ai pas écrit, mais qui est maintenant inscrit dans vos esprits, c'est celui de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 83 et qui précise que les employeurs prennent en fonction des besoins et dans une situation concrète les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs en situation de handicap d'accéder ou de conserver un emploi. Alors c'est en fonction des besoins, dans une situation concrète, les mesures appropriées. Ces mesures appropriées peuvent être l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel de droit qui est accordé de plein droit. Elle est accordée de plein droit, c'est-à-dire que l'administration ne peut pas le refuser. Alors, aucun texte ne fixe exactement de délai dans lequel la demande doit être préalablement formulée, ni les pièces à fournir, ce qui pourrait vouloir dire que l'administration pourrait établir un formulaire de demande et une liste des pièces à fournir à l'appui, des listes de pièces assez classiques, comme celles qu'on a vues, notamment le fait de justifier la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, voilà. Et en particulier, ce temps partiel de droit est octroyé à l'agent après avis du médecin de prévention. Voilà ce premier élément de temps partiel de droit. Ce qui accompagne ce dispositif de temps partiel de droit, c'est la possibilité pour un agent public de bénéficier d'une surcotisation. Alors que je vous rappelle rapidement la définition de cette surcotisation, c'est le versement d'une retenue, c'est la cotisation de la part agent, à un taux supérieur au taux normal. C'est-à-dire que l'agent qui bénéficie d'un temps partiel de droit peut cotiser à un taux supérieur au taux normal pour augmenter ses droits à pension. Cette demande-là, il l'a fait au moment du temps partiel ou de son renouvellement, s'il veut en bénéficier. Et bien entendu, elle peut être mise en place dans la limite d'un bénéfice particulier, c'est-à-dire 4 trimestres supplémentaires pour l'ensemble de la carrière au bénéfice de l'agent, ou si le fonctionnaire handicapé est atteint d'une incapacité permanente d'au moins égale à 80%, elle peut être mise en place dans la limite du bénéfice de 8 trimestres sur l'ensemble de la carrière. Je vous précise ensuite les taux rapidement pour qu'on voit les taux de surcotisation de l'agent. Voilà que au titre de l'année 2020, très certainement qu'au titre de l'année 2021, ça changera, mais en fonction de la quotité de temps de travail, l'agent peut bénéficier d'une surcotisation différente et dans la limite qu'on a précisée précédemment. Voilà pour le dispositif de temps partiel de droit. On a encore un petit peu de temps pour aborder rapidement la radiation des cadres, puisqu'on en arrive maintenant au terme de la carrière du fonctionnaire bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, ce sont maintenant toutes les compensations dont bénéficient les agents
en situation de handicap lors de la radiation des cadres, c'est le départ anticipé au titre du handicap, ou la majoration au titre du handicap. Alors, pour bénéficier de ce départ anticipé au titre du handicap, on a des conditions qui sont liées au taux d'incapacité. Le départ anticipé il peut être prononcé au bénéfice de tous les agents s'ils sont atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50% reconnue par la maison départementale des personnes handicapées. On a une deuxième condition, bien évidente, liée à la durée d'assurance. L'agent doit justifier d'une part minimale de durée de cotisation totale et de durée de cotisation en tant que titulaire de la RQTH, selon son âge de naissance, selon son âge de départ souhaité. C'est donc une part minimale à la fois d'une durée de cotisation totale et d'une durée de cotisation en tant que titulaire de la RQTH. Je vais vous proposer sur la page suivante les durées de cotisation minimale exigée de manière totale et en RQTH. Mais avant ça, je vous indique aussi que l'agent qui ne justifie pas de ces conditions liées à la durée d'assurance peut aussi accéder à une reconnaissance de ces périodes d'incapacité par l'étude d'une commission qui est placée auprès de la CNAV et qui va étudier si l'agent peut remplir les conditions, malgré le fait qu'il ne justifie pas, par exemple, pendant un certain nombre de trimestres, avoir détenu la RQTH. Cet agent-là pourra demander à cette commission placée auprès de la CNAV à ce qu'elle lui reconnaisse le droit à un départ anticipé en titre de handicap, malgré le fait qu'il n'ait pas détenu la RQTH pendant un certain nombre de trimestres au sein de sa carrière. Alors, il doit, pour bénéficier de cet accès spécial à la commission placée auprès de la CNAV, prétendre à 80% d'incapacité et il faut que le trou au sein de sa carrière corresponde à 30% de sa durée d'assurance. Alors, je sais qu'on a eu des difficultés avec cette commission, certains ont eu des difficultés avec cette commission puisqu'elle est placée auprès de la CNAV et qu'elle rend une décision qui sera ensuite applicable aux agents de la fonction publique, donc sera applicable à la CNRACL ou pour la fonction publique d'État, au service des retraites de l'État, ce qui peut poser certaines difficultés. Mais pour l'instant, je ne sais pas si elle a encore été mise en place. Alors, comme je vous le disais, c'est les deux conditions de base pour accéder au départ anticipé au titre du handicap, c'est celle liée au taux d'incapacité, bien entendu, et celle liée à la durée d'assurance des agents, une durée d'assurance totale et une durée d'assurance en RQTH. Voici le tableau qui permet d'avoir ces éléments-là. À titre d'exemple, pour un agent qui est né en 1964, il doit justifier d'une durée d'assurance totale de 109 trimestres. Il doit donc justifier de 89 trimestres en RQTH pour prétendre à un départ anticipé à 57 ans. C'est la ligne centrale de la dernière case orange des agents qui sont nés en 1964. Donc, l'agent qui justifie une durée d'assurance totale de 109 trimestres pour partir à 57 ans à la retraite doit justifier de 89 trimestres en tant que titulaire de la RQTH. Alors, le second dispositif de radiation des cadres, de bénéfice de radiation des cadres, au bénéfice des agents en situation de handicap, c'est celui de la majoration de la pension au titre du handicap. Ces conditions sont identiques à celles du départ anticipé, c'est-à-dire la condition de la durée d'assurance en tant que titulaire de la RQTH et de toute la carrière, mais aussi cette incapacité, ce taux d'incapacité d'au moins 50%. Alors, je vous ai indiqué le taux, le calcul de cette majoration. Le taux, il est celui de... c'est un tiers de la durée des services accomplis à taux d'incapacité d'au moins 50% sur la durée des services et des bonifications qui sont pris en compte pour le calcul de la pension. Ce taux-là, il est arrondi au centième
le plus proche, si nécessaire. Voilà pour le calcul de cette majoration de pension au titre du handicap. Si je vous donnais un exemple, un fonctionnaire qui justifie de 20 années de service avant de bénéficier d'une RQTH à plus de 50% et qu'il effectuait ensuite 15 années en tant que titulaire de RQTH, il totaliserait 140 trimestres et il bénéficierait d'un taux de 0,14 de majoration de pension au regard de ces trimestres réalisés. Voilà. Voilà pour le calcul de cette majoration de la pension au titre du handicap. Et on a pu voir, comme je vous le disais au tout début de cette présentation, l'agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi, tous les dispositifs auxquels il peut prétendre de son entrée dans l'administration, avant même son entrée dans le cadre du déroulement des concours, jusqu'au moment où il peut prétendre à radiation des cadres au titre du handicap. Je vous remercie d'avoir assisté